Monsieur Barded Mendouche, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors d'ici 2028, 40 milliards de dollars par an de dollars pourraient être investis dans la construction des infrastructures nécessaires pour liquéfaction du gaz naturel et pouvoir le transporter par voie maritime. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce montant, partant de cette échéance, que la bataille du gaz sera de plus en plus rude à l'avenir? Absolument. La bataille du gaz, elle avait déjà débuté déjà depuis il y a 3 4 ans. Et surtout, elle s'est amplifiée après la conférence sur le climat qui s'est tenue en Égypte à Sharm el-Sheikh, où le gaz a été classé comme une énergie propre. La France, bien entendu, avait aussi insisté pour que le nucléaire soit classé comme énergie propre, compte tenu que pour ses propres intérêts, 75% de l'électricité en France proviennent du nucléaire. Les technologies d'exploitation et de liquéfaction du gaz ont énormément évolué et il faut savoir que ces dernières années, le gaz est décarboné. Par exemple, à Sonatrach, au niveau du champ de Ain Sarahkaz ou de Hasirmel, procède déjà à la décarbonation du gaz. Autrement dit, le carbone est enlevé du gaz, il est enfoui dans les sous-sols et nous avons un gaz propre qui répond aux conditions de préservation de l'environnement. Euh, sur cette base-là, le gaz, qui a toujours, pétrole et gaz, ont constitué depuis une soixantaine d'années pratiquement 55 à 60% de l'énergie mondiale. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des visions, des stratégies sur les énergies renouvelables, à chaque fois qu'on disait que les énergies fossiles allaient progressivement disparaître, on constate que le gaz et le pétrole sont encore là. Et les prévisions pour 2050, le gaz constituera 22 à 24% de la consommation mondiale en matière d'énergie. Rajoutons à cela que le gaz n'est pas seulement une source d'énergie, mais également une matière première pour l'industrie pétrochimique, laquelle industrie pétrochimique est en développement. Et par conséquent, tous les pays développés, tous les pays en voie de développement auront toujours besoin du gaz. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, par rapport à cet enjeu, d'ici bien sûr 2028, à court terme, bien sûr vous donnez des projections à 2050, est-ce que le champ de bataille du gaz se déroule aujourd'hui au niveau d'une seule région, la région du Moyen-Orient, ce qui explique les tensions au niveau de cette région, puisque nous savons qu'entre le Qatar, la Russie, l'Iran et également d'autres acteurs, notamment au niveau de Gaza, puisqu'on a découvert du gaz aujourd'hui au nord, au niveau de la Méditerranée orientale, c'est 70% des réserves mondiales qui sont concentrées au niveau de cette région. Ça va être la bataille au niveau de cette région particulièrement. Absolument. En fait, 72% des réserves mondiales sont concentrées dans cette région. Bon, principalement, bon, il y a aussi la Russie, hein, qui est le premier pays détenteur des plus grandes réserves au monde, suivi de l'Iran, du Qatar. Il y a aussi en Arabie Saoudite. Et comme vous le dites si bien, au large de Gaza, il y a une découverte en offshore d'un gisement de gaz. Et donc ce gisement-là a besoin d'être fructifié, il a besoin d'être rentabilisé et probablement les Israéliens ont besoin d'une zone de cette bande-là pour installer soit une usine de liquéfaction de gaz, soit des gazoducs pour pouvoir acheminer leur gaz principalement vers l'Europe en tant que client potentiel. Effectivement, l'enjeu du gaz, que ce soit le gaz naturel transporté par gazoduc ou que ce soit le GNL, donc qui est du gaz naturel, du méthane, liquéfié à moins 60 degrés dans les installations de liquéfaction, comme possède la Sonatrach à Arzeux et à Skikda, devient un enjeu majeur. Et puis, je dirais une chose pour informer vos auditeurs,
que jusqu'en 2014, le gaz ou le marché du gaz était régionalisé. Il y avait trois marchés du gaz. Il y avait un marché américain, un marché asiatique, un marché européen. Et donc, entre ces trois marchés, il n'y avait pas de connexion. À partir de 2014, et suite au développement du gaz de schiste aux États-Unis, il commençait à y avoir une déconnexion de ces trois marchés et désormais, le gaz de schiste américain a été vendu au Portugal pour la première fois par Méthanier en 2016 et il a été vendu également en Espagne, en Italie, en France. Et donc on assiste à un seul marché et ceci grâce aux gros méthaniers transporteur de GNL. Et je cite le cas de la Sonatrach, il y a 8 méthaniers, dont les 3 derniers sont des méthaniers gros porteurs d'une capacité de 128 000 m3, 145 000 et 167 000. À savoir que le plus gros méthanier au monde appartient à Qatargaz, qui est une compagnie qatari, et qui fait 267 000 m3. Donc, ce qui permet à ces pays, dont également le nôtre, l'Algérie, à travers l'Algérie à Sonatrach, de viser les marchés asiatiques qui sont très loin. Et donc, je rajouterai que le gaz GNL, donc transporté par méthanier, coûte plus cher compte tenu des coûts supplémentaires de liquéfaction et compte tenu aussi du coût de transport. Et plus entre le pays fournisseur et le pays client, plus la distance est longue, plus le coût du gaz est élevé. Alors justement, par rapport à cette question, vous abordez la question du transport et les connexions. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a la réalisation des plus grands pipes qui puissent aujourd'hui raccorder plusieurs États, puisque nous avons vu que nous savons aujourd'hui que par méthanier, c'est plus coûteux, donc c'est plus rentable de passer par les pipes. L'enjeu aussi, c'est de réaliser toutes ces interconnexions entre les États au niveau de cette région pour connecter directement l'Europe, puisque nous avons vu en quelques années, la Méditerranée orientale est devenue un territoire énergétique prometteur avec l'Égypte, bien sûr, la Palestine, Chypre, et puis bien sûr quand on parle de la Palestine, via bien sûr la bande de Gaza où jusqu'à présent des découvertes de près de 2000 milliards de mètres cubes de gaz au niveau bien sûr de la Méditerranée, c'est-à-dire à 30 km de la bande de Gaza. Absolument. Sur le territoire gazaoui. La problématique de transport est une problématique qui se pose aux pays producteurs et exportateurs parce que pour la construction d'un gazoduc, bon, il y a le coût de la construction du gazoduc, il y a aussi le délai de réalisation, en général 3, 4, 5 ans, et il y a aussi les risques en cas de guerre, ou en cas de conflit. On l'a noté, par exemple, la Russie, les gazoducs qu'elle a réalisés, notamment le dernier, le Nord Stream 2, qui a coûté 5 milliards de dollars, il est à l'arrêt, il n'a pas fonctionné suite à la guerre Russie-Ukraine et donc à l'Europe qui a décidé de boycotter ou de ne pas acheter le gaz russe. Mais parallèlement, on constate aussi que la Russie négocie elle a déjà négocié un gazoduc directement de la Russie vers la Chine, parce que la Chine demeure actuellement le pays qui importe le plus de pétrole, de l'ordre de 19 à 20 millions de barils jour, et le pays, malgré qu'il soit l'un des pays producteurs de gaz, mais pas gros producteur, est un pays qui aussi importe et consomme du gaz. Et donc, le meilleur moyen ou le moyen optimum pour vendre de grandes quantités sur des durées longues, c'est le gazoduc. L'Algérie a une position avantage comparatif puisqu'elle dispose de deux gazoducs vers l'Espagne et d'un gazoduc vers l'Italie avec une projection où les études sont terminées d'un deuxième gazoduc vers l'Italie pour pouvoir... Avec le Galci. Exactement, pour pouvoir acheminer son gaz vers l'Europe à travers l'Italie. Je citerai également le projet dont on parle depuis plus de 20 ans, c'est le Nigal, donc, qui vient du Nigeria à travers l'Algérie, donc, qui va atterrir ou se terminer à Hasirmel, puis de Hasirmel, ce gaz-là peut être acheminé par les gazoducs algériens et c'est un projet qui a été relancé par l'Union européenne suite à cette contrainte qu'a l'Europe
avec le gaz russe. Et donc, le Nigeria aussi est parmi les pays producteurs et parmi les pays exportateurs de gaz. Et donc, l'Algérie dispose, à travers les experts de la Sonatrach en gaz, des compétences humaines, des compétences matérielles, de l'outil de réalisation pour pouvoir réaliser dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleures conditions économiques de ce nouveau projet de gazoduc. Mais est-ce que la bataille à l'avenir, c'est la réalisation de ces gazoducs? Et nous avons vu que par rapport à la forte demande qui est aujourd'hui exprimée avec l'arrêt des exportations russes, le gaz est devenu aujourd'hui un enjeu incontournable. C'est la raison pour laquelle l'entité sioniste veut devenir un acteur incontournable au niveau de cette région en alimentant l'Europe. La bataille se situe à ce niveau-là également, puisque sur le plan politique, nous ne voulons pas l'aborder, elle veut s'étendre aussi à d'autres territoires. Gaza, ce n'est que le commencement. Absolument. La bataille du gaz elle a deux formes. Donc, il y a le gaz naturel transporté par gazoduc. Donc, il y a toute cette bataille des gazoducs à réaliser. Mais il y a aussi le GNL qui est transporté par méthanier avec également on assiste à des commandes futures de plus en plus de méthaniers gros porteurs pour pouvoir aller le plus loin possible et conquérir des marchés et avoir des parts de marché importantes. Chaque pays, bien entendu, producteur de gaz et exportateur, veut maintenir sa part de marché et viser d'autres marchés, avoir des parts de marché ailleurs. Donc dans cette région, effectivement, Israël a cette stratégie d'avoir sa part de marché, notamment en Europe, où pratiquement elle n'est pas un pays connu pour être un pays traditionnellement ou historiquement exportateur de gaz. Donc, bien entendu, Mais elle vient... les plus grandes les plus... compagnies pétrolières se trouvent aussi concentrées au niveau de cette région. Exactement. Les plus grandes compagnies... D'ailleurs, la découverte en offshore au large de Gaza, c'est ExxonMobil. Donc, c'est la plus grande compagnie privée américaine au monde. Au passage, donc, la plus grande compagnie au monde, elle est publique et c'est l'Aramco, donc c'est la société saoudienne de pétrole et de gaz. Et justement, cette région devient convoitée parce qu'il y a aussi en mer Méditerranée l'Égypte qui a découvert un grand gisement, Zahar, qui est aussi qui va aussi être mis en exploitation, qui a déjà été mis partiellement en exploitation. Et l'Égypte vise également à développer ce gisement qui est en offshore et également avoir aussi sa part de marché compte tenu que l'Égypte a importé du gaz, notamment aussi de l'Algérie par GNL. Donc cette région possède également en mer Méditerranée des potentialités suite aux résultats des efforts d'exploration qui ont été faits au niveau de cette zone, avec de possibles d'autres gisements. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Sonatrach avait, depuis quelques années déjà, lancé l'exploration en offshore. Elle avait déjà lancé, ça fait presque une dizaine d'années, et donc il y a des indices au large de Mostaganem pour le côté ouest et au large d'Annaba pour le côté est. Et bien entendu, je pense qu'en 2024, il y aura les premiers forages en offshore pour le gaz algérien, on va dire, en offshore. Alors, Monsieur Bardet Mendou, je voudrais revenir bien sûr sur cet enjeu du gaz à horizon 2050, même au-delà, puisqu'il a encore de beaux jours devant lui. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les annonces de réalisation de grands projets d'infrastructures de lification s'enchaînent à travers le monde. Les régions de réserve à fort potentiel deviennent convoitées. Ça va être encore de plus en plus difficile, puisque même en Algérie, on annonce la réalisation du méga-projet qui va relier l'Algérie à Lagos. Absolument. En 2022, le marché du gaz, c'était quand même 523 milliards de mètres cubes dans le monde. Donc c'est une quantité très importante. Et à ce titre-là, le gaz devient très convoité par les pays consommateurs et également fait partie, disons, de la vision et des stratégies des pays producteurs et exportateurs.
Parmi les projets de gazoduc qui sont déjà en phase de maturation et vont être certainement réalisés dans les prochaines années. Donc, le plus grand, c'est celui de la Russie à Chine, qui, euh, qui est le plus grand projet, Qui est en cours de en cours réalisation, de un niveau réalisation, très avancé un aussi. niveau très avancé. Il y a le Qatar qui aussi veut réaliser un projet de gazoduc à travers la Syrie pour pouvoir atteindre l'Europe en tant que marché potentiel. Et la Syrie a été détruite Et parce qu'elle a refusé de réaliser sur son absolument, territoire vous avez, ce canal. vous avez parfaitement raison, parce que le Qatar, bien qu'étant un pays qui a de grandes réserves, un pays producteur, un pays exportateur, le fait par méthanier. Et donc, comme je l'avais dit auparavant, le gaz par méthanier coûte plus cher que le gaz par gazoduc. Nous avons aussi le grand projet, le Nigal, donc du Nigeria vers l'Europe à travers l'Algérie, qui est un projet dont les études ont été finalisées. Donc, selon mes informations et mes connaissances, les discussions entre l'Algérie et le Nigeria et l'Union européenne en tant que clients potentiels et sûrs sont à un stade avancé. Il y a bien entendu l'Algérie avec le deuxième gazoduc Galci qui va relier l'Algérie à l'Italie pour pouvoir livrer du gaz à travers l'Italie, à travers les réseaux de collecte qui existent là-bas à l'Europe. Donc tous ces projets-là nécessitent bien entendu une connaissance en la matière, des moyens, des compétences, l'ingénierie, des moyens de réalisation et surtout les moyens de financement. Parce qu'un gazoduc, c'est entre 3 et 4 5, jusqu'à 5 milliards de dollars selon les distances entre le pays producteur-exportateur et le pays consommateur. Il y a aussi un autre acteur qui rentre en jeu, c'est l'entité sioniste qui voudrait réaliser aussi ce gazoduc via Raza pour relier l'Europe et une partie des pays de l'Afrique, comme par exemple l'Égypte. Vous avez parfaitement raison et on se pose la question, est-ce que euh, ce conflit ou cette guerre Génocidaire. génocidaire et la volonté d'Israël d'expulser les Palestiniens de cette bande de Gaza n'est pas motivée par le souci d'avoir cette bande-là à eux, à 100%, et pouvoir réaliser ce projet-là et pouvoir disposer de cette terre pour pouvoir réaliser les installations de gaz nécessaires à l'exploitation des gisements découverts en Méditerranée au large de Gaza. C'est une question. C'est une question à laquelle beaucoup d'experts répondent aujourd'hui par l'affirmatif. Alors le gaz à Gaza, le gaz en Ukraine, en Russie, est-ce que c'est devenu aussi un enjeu de guerre et de conflit? Absolument, absolument. L'Ukraine n'a pas beaucoup de gaz, hein. C'est la Russie. C'est la Russie Mais la qui a le Russie qui gaz, souhaitait aussi réaliser son gazoduc. mais les gazoducs, deux gazoducs passent par l'Ukraine. Donc l'Ukraine devient aussi un enjeu. Et on se pose la question si la même chose, hein. Moi, je ne suis pas très informé sur ces stratégies de guerre. Si c'est ça la raison ou pas, mais lorsqu'on regarde le côté potentiel gazier de la Russie, qui a le plus grande réserve au monde, qui a les plus grandes installations de gazoducs d'acheminement, qui exporte, qui est parmi les pays deuxième position après les États-Unis en matière d'exportation de gaz, qui a des projets de développement de son gaz à travers le gazoduc qui est en cours de réalisation, comme on l'a déjà dit, entre la Russie et la Chine. Il est fort possible que ça a été aussi une cause de ce conflit. Seulement, la question que je me pose, c'est que l'Europe qui dépend ou dépendait à 45% de ses approvisionnements en gaz de la Russie, puisse ne pas réfléchir à essayer de trouver une solution à ce conflit, car malgré les tentatives de chercher d'autres sources d'approvisionnement, notamment à travers l'Algérie, pour le cas de la France, où en premier semestre 2023, la Sonatrach a livré le double
du gaz à la France par rapport au premier semestre 2022. L'Europe également a cherché à supplier par le gaz norvégien, par le gaz qatari, mais les quantités demeurent quand même insuffisantes pour pouvoir supplier aux quantités qui étaient importées de la Russie. Alors, comment l'Algérie, dans ce contexte-là, géopolitique, très tendu, pourrait maintenir sa position de leader au niveau, bien sûr, de son exportation de gaz? Il faut démultiplier le nombre aujourd'hui de clients Sonatrach, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'il y a cette volonté politique de relancer le GALSI, le gazoduc qui va relier l'Algérie à l'Europe via l'Italie. Bon, pour le cas de l'Algérie, d'abord c'est un pionnier en matière de gaz, donc de production, de liquéfaction. Il faut signaler que l'Algérie, en 1964, était le premier pays qui avait fait la camel. Et donc, Mhm. si je cite le cas des Qataris, ils étaient venus prendre leur expérience à travers les compétences qu'il y avait déjà à Sonatrach. Et donc, elle a une grande expérience dans son domaine et c'est un pionnier dans le domaine. D'ailleurs, c'est pas Quand même au euh, niveau d'Arzeux, hein? Kamel Arzeu en 1964. Bon, depuis lors, il y a le complexe d'Arzeu, il y a le complexe de Skikda, il y a aussi un complexe au niveau de Hassirmel, il y a aux alentours de Hassim Saoud récemment, à Ouad Tarfa, il y a aussi dans la région de Roudnous et Roderbaguer qui sont des régions productrices de gaz. Donc il y a une grande expérience à la Sonatrach en matière euh, de liquéfaction, de transport, d'expédition par gazoduc, par méthanier de gaz. C'est pas par hasard que l'année dernière, le forum des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu à Doha, à l'unanimité, a décidé de monter ou de créer un bureau à Alger, dont le siège est à Alger, un bureau d'études pour la recherche et le développement du gaz. Donc ceci, c'est une reconnaissance, c'est une considération pour l'Algérie en tant que pays pionnier, en tant que pays qui maîtrise bien ces technologies. Il faut faire plus aujourd'hui pour cette maîtrise de la technologie, aller vers l'exploration de plus de territoires, puisque nous avons vu que le plus grand gisement se trouve au niveau de Hassermel. Est-ce qu'il faudrait découvrir aussi des gisements de la taille de Hassermel, ou alors c'est quasiment impossible aujourd'hui? Mais avec les moyens technologiques, nous avons pratiquement pas exploré le deux tiers de notre territoire. Euh, Bien que le domaine minier algérien demeure inexploré si on tient compte du nombre de forages au kilomètre carré. Si je fais une comparaison, en 2022, pour les États-Unis, il y a eu euh, près de 22 600 puits forés en exploitation pour le pétrole et gaz de schiste. Euh, un gisement de la taille de Hassirmel qui a été découvert en 1956, il n'est pas possible de découvrir en onshore. Je parle, quand je dis l'onshore, c'est-à-dire pas en mer, de la taille de Hassirmel. Il y a beaucoup de petites découvertes de gisements petits ou moyens aux alentours d'Adrar, dans le Touat. Il y a aussi à Hassi Berkine, que ce soit en effort propre par Sonatrach ou que ce soit en association, essentiellement avec Avec des ENI, partenaires. avec le groupe ENI. Il y a également aux alentours de Hassim Saoud, il y a également qui est à Timimoun, où un complexe de liquéfaction a été déjà mis en service. Mais les techniques de recherche ces dernières années, dans le monde et au niveau de Sonatrach, sont les dernières technologies qui existent. Nous avons Donc, les dernières technologies la et les meilleures. Sonatrach, à travers, bien entendu, aussi sa plus grande filiale de recherche qui est le NAGIO, pratique ce qu'on appelle en exploration, en recherche, la sismique 3D, qui est la dernière technique de recherche. Donc, cette technique permet de trouver ou de déceler même un petit gisement.
Donc, s'il y avait un grand gisement, il aurait été déjà découvert par ce qu'on appelle les sismiques 2D. Mais il Donc, faut développer davantage les canaux aujourd'hui de transport pour pouvoir se positionner comme leader au niveau mondial et maintenir sa position actuelle via l'Europe et envisager aussi celui qui est en cours de réalisation, c'est-à-dire toujours à l'étude et en projet via le Hassi Messaoud et le Niger, et puis développer aussi d'autres canaux vers d'autres continents, d'autres régions également. Est-ce que cela pourrait se faire avec des grands partenaires de taille, par exemple, importante, comme par exemple les Chinois, qui sont en train de le réaliser avec la Russie, pour être alimentés à partir de l'Algérie, puisque nous savons que sur les marchés spot, ils nous ont acheté quand même des quantités assez importantes. Et c'est le marché de consommation par excellence. Avant de répondre à ça, je continuerai de dire que si c'est en onshore, pour le cas de l'Algérie, donc dans le domaine minier, il n'est pas possible de trouver des gisements de la taille de Hassermel, qui est un champ. Donc quand on dit un champ, c'est plusieurs gisements. Donc quand on parle de champ en jargon pétrolier, ça veut dire plusieurs gisements. Et donc dans un gisement, il y a plusieurs puits. Mais il y a des possibilités en offshore, donc en mer. Ceci sur la base de ce qui a été découvert en mer Méditerranée par l'Égypte, donc le champ de Zor, qui est un champ important. Donc pourquoi pas au large de la côte est de Mostaganem et au large d'Annaba. Bon, les forages qui vont se faire En Méditerranée, en en Méditerranée, offshore. en offshore, vont pouvoir donner des indications à la Sonatrach pour d'éventuelles découvertes, soit de pétrole, soit de gaz. Beaucoup plus de gaz que de pétrole, si Nous on sommes se plus réfère. producteurs de gaz que de pétrole Ah oui, aussi. oui, nous sommes un pays gazier, hein, Mm. ça c'est clair. Hein. Donc avec les réserves de gaz que nous avons, près de 4 000 milliards de mètres cubes et 12 milliards de barils, nous sommes beaucoup plus un pays gazier qu'un pays pétrolier, bien entendu, sur la base de nos réserves, bien entendu. Alors aujourd'hui, il y a une réflexion à travers le monde et ça a été même initié ici en Algérie par d'anciens patrons de Sonelgaz, plutôt de Sonatrach. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est d'actualité. Nous savons que nous acheminons vers une rencontre de l'OPEP par rapport à la forte demande aujourd'hui de l'énergie, à l'approche de l'hiver, même s'il est relativement doux jusque-là. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la réflexion devrait s'étendre aussi à d'autres aspects, avec bien sûr l'OPEP+, avec d'autres partenaires comme la Russie, qui avait proposé à un moment donné de ne plus indexer le prix du gaz sur celui du pétrole? Est-ce que cela pourrait être envisagé? La création, par exemple, de l'OPEP du gaz entre les acteurs qui ont les plus grands gisements, à savoir l'Algérie, l'Iran, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Russie. Est-ce que ces pays pourraient aujourd'hui créer l'OPEP du gaz? Il y a aussi l'Argentine. Absolument. Euh, Bon, euh, pourquoi, quelles sont les difficultés à créer une OPEP Plutôt le du gaz? Venezuela. Hmm. La difficulté de créer une OPEP du gaz. Bon, pour l'OPEP, le marché du pétrole ce sont des contrats à court terme, donc c'est 1 mois à 2 mois. Donc les prix peuvent changer selon une bourse, donc la référence étant le Brent, mais pour nous c'est le Sahara Blend, notre pétrole est léger, c'est le light, donc il coûte plus cher. Donc quand vous avez par exemple comme aujourd'hui 81 dollars pour le Brent, le nôtre il faut rajouter 4 à 5 dollars parce que plus le pétrole est léger, plus les raffineurs veulent de cette qualité-là. Le gaz, c'est l'Algérie avait opté, à mon sens, je suis tout à fait pour cette option, d'indexer le prix du gaz sur le pétrole, de manière, parce qu'il y a une formule dans le prix du gaz, et le contrat à long terme. Le contrat à long terme, c'est 10, 15, 20 ans. Donc, pourquoi les pays producteurs et exportateurs veulent le contrat à long terme? Parce que les investissements dans le gaz sont des investissements très lourds, très coûteux et qui demandent du temps. Faire un gazoduc, c'est 3, 4, 5 ans. Réaliser un complexe de liquéfaction, c'est 3, 4, 5 ans. Ça coûte entre 3, 4, 5, 6 milliards de dollars. Donc si vous n'avez pas pour un pays producteur-exportateur un contrat à long terme qui vous donne la garantie d'avoir les ressources financières pour pouvoir financer ces investissements coûteux qui prennent du temps,
vous ne pouvez pas lancer ces projets. Et nous sommes, nous, sur les Donc, contrats à long terme. nous sommes sur les contrats à long terme. Beaucoup de pays adoptent cette... Les pays consommateurs, en fait, ces dernières années, ont préféré, avant la guerre Ukraine-Russie, voulaient revenir sur les contrats à long terme, enfin les pays consommateurs, et voulaient aller à des contrats sur la base d'un marché spot parce qu'ils ne voulaient pas être liés sur une durée longue compte tenu des stratégies des énergies renouvelables. Donc ils pensaient que si d'ici 10-15 ans, le renouvelable constituera l'alternative, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le gaz? Il Mais y en a eu fait, bien sûr cette il y a eu réticence par cette rapport au réticence. niveau de l'Europe, par rapport à l'Algérie, puisqu'ils considèrent que c'est devenu aujourd'hui un acteur incontournable. Ils ne veulent pas lui donner la situation, c'est-à-dire dominante au niveau de la région de la Méditerranée. Mais ils ont changé. L'Union européenne a changé complètement d'attitude Parce qu'il y suite a à la la guerre guerre en Russie. Russie-Ukraine et ils ont constaté que leur sécurité dépendait des contrats à long terme. Et ils Est-ce sont que, revenus à l'Algérie, justement. est-ce que l'Algérie pourrait devenir et se transformer en hub gazier de la région de la Méditerranée? Nous C'est avons le fort potentiel. possible. C'est fort possible. Mais c'est ça que nous voulons faire avec l'Italie. Absolument, absolument. Et d'autant plus que si le projet du Nigal, donc le gazoduc qui reliera le Nigeria à l'Algérie vers l'Europe réalisera, donc il y a des quantités quand même assez importantes au Pour le niveau Galsi. du Nigeria pour le Nigal. Je parle du Ah, Nigal. Nigal. Nigeria vers l'Algérie. Donc ça sera un hub effectivement gazier. L'Algérie, comme je l'avais déjà dit, elle possède les compétences dans ce domaine au niveau de la Sonatrach, elle possède des moyens de réalisation. Même l'Union européenne, ces derniers mois, ont affiché une bonne intention de pouvoir financer. Donc, en principe, les discussions, à ma connaissance, sont sur la bonne voie. Et l'Algérie, bien entendu, ce gazoduc, l'avantage, c'est qu'il arrivera à Hassirmel, après de Hassirmel. Au niveau du gisement, carrément. Au niveau de ce qu'on appelle la zone de collecte. Donc là, ça sera branché vers les gazoducs qui partent de Hassirmel vers l'Italie, plus le deuxième qui est projeté donc vers l'Italie, et le côté ouest, ça va être sur le Medgaz et sur celui qui passe par le Maroc, qui va en Espagne. Donc toute cette distance ne va pas être réalisée. Donc contrairement à ce que certaines presses disaient qu'il allait passer de l'autre côté. D'abord, s'il passe Il y a eu de une l'autre volonté un côté, peu de saper ce projet-là par, bien sûr, nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui que nous connaissons. oui, mais économiquement, Le Marzen et écon- l'entité sioniste. oui, mais d'abord, ils n'ont pas les compétences. Ça, c'est la première des choses. Ils n'ont jamais été n'arriveront ni un pays jamais, pétrolier ni un loin, gazier. ni gazier. C'est uniquement des paroles en l'air. Il va traverser, s'il passe par là-bas, 7 pays, au lieu que nous, c'est une ligne droite. Hein. Le meilleur chemin, c'est une ligne droite. Et aussi, le Nigeria, je pense, il voit ses intérêts. Hein. Il sait calculer. Ils ne sont pas assez fous pour aller se lancer dans une aventure incertaine en faisant traverser leur gazoduc de l'autre côté. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons vu aussi que notre consommation à l'interne est en train d'augmenter d'année en année par rapport bien sûr au confort et par rapport à l'élargissement de la population, l'agrandissement plutôt de la population, par rapport à la superficie qui est couverte, puisque nous avons vu que pratiquement plus de 70% du territoire est alimenté aujourd'hui ou raccordé carrément au gaz. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui trouver d'autres alternatives pour réserver le gaz à l'exportation, pour la consommation interne? Parce que c'est la grande problématique également. C'est une excellente question parce que cette problématique de la consommation intérieure qui ne cesse d'augmenter, si je prends L'électricité. les chiffres de la CREG, qui est la commission de régulation de l'électricité et du gaz qui dépend du ministère de l'Énergie, dans 7 à 8% par an. Donc le gaz qui est utilisé va dans les centrales à gaz de Sonergaz et bientôt cette quantité elle est en diminution des quantités qu'on pourrait exporter. Ça compromet Donc, les exportations. ça compromet les quantités exportées et bien entendu les recettes en devises. Donc il y a un projet, il y a disons,
plusieurs projets d'énergie renouvelable, notamment au sud. Il y a aussi le grand projet en cours de réalisation entre Sonatrach et l'UNI pour pouvoir passer au renouvelable solaire. Sur toutes les bases qu'il y a au sud, toutes les installations de Sonatrach au sud et de l'UNI au sud vont passer au renouvelable. Donc les quantités qui sont actuellement, de gaz qui étaient utilisés pour produire de l'électricité vont être rebasculés sur l'exportation. Bon, maintenant, moi je dis quelque chose, et peut-être le citoyen, peut-être le consommateur algérien ne va pas être d'accord avec moi. Le gaz que nous payons, enfin que les Algériens payent ici, c'est subventionné, soutenu par l'État. Il est beaucoup subventionné et je pense qu'il faut aller beaucoup plus d'une manière globale à des subventions directes, ciblées, que subventionner quelque chose qui pourrait rapporter mieux en l'exportant. Donc ça aussi, c'est un problème. Le modèle de consommation, quand vous avez un produit, quel que soit le produit, que vous payez qui est pas cher, il y a un gaspillage, donc automatique. Alors, mais c'est une question qui est à l'étude et sera certainement résolue sur le moyen et long terme. Alors, la demande du gaz aujourd'hui par rapport à ce qui se produit dans le monde, vous avez parlé de 2050. Est-ce que ça pourrait aller au-delà de 2050? Parce qu'à un moment donné, les experts avaient préconisé à la fin 2030 la disparition des énergies fossiles comme le gaz et le pétrole. Tout est contredit et remis en cause. On ne peut pas décider, on peut pas, c'est-à-dire être affirmatif sur les prévisions futures. En fait, pour la partie pétrole et gaz, les études prospectives, même aux États-Unis, hein, ne vont pas au-delà de 2050. Donc, toutes les études qui se font, y compris l'Agence internationale de l'énergie, dans ces études, ne vont pas au-delà de 2050. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on parlait depuis plus de 20 ans, c'est les peak oil. En 2030, il n'y aura plus de pétrole. En 2035, il n'y aura plus de gaz. Mais on n'a pas prévu que parallèlement, il y a des découvertes. Donc, si je prends le continent africain uniquement, l'Afrique de l'Est, notamment Mozambique, Sénégal, il y a eu beaucoup de découvertes ces 10 dernières années. C'est la raison pour laquelle le continent est très convoité absolument, aussi par certaines forces occidentales. Donc, nous avons vu. On additionne et les conflits qui sont créés au niveau du continent. Quand on additionne le Soudan, c'est l'antiterroriste qui est présent sur le terrain. Quand on additionne ces découvertes, les découvertes des 10 dernières années, il y a une consommation de 1 siècle de la consommation mondiale. Donc c'est pour ça que le peak oil, il est toujours reculer. Et donc, bien sûr, toutes les guerres ont été créées par rapport au gaz et au pétrole. Voilà, nous avons vu la destruction de l'Irak. Et personne n'est épargné aujourd'hui par l'entité sioniste. Tout le monde est dans l'œil du cyclone. On le savait, c'est le pétrole et le gaz qui étaient convoités. Même pour la Syrie, c'est parce qu'elle a refusé. Pour la Syrie, c'est le refus du passage du gazoduc qatari, par exemple. Désolé de le dire, mais c'est comme ça. Mais c'est une réalité historique également. Historique. Et bien sûr, rien ne dit que l'Algérie ne sera pas aussi dans l'œil du cyclone. Monsieur Barded, on le souhaite pour notre pays. Monsieur Barded Mendouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à bientôt. À vous aussi. Au revoir. Merci.